Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs de la plateforme Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous les amis de la vérité et aux personnes qui aiment la vérité. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 décembre 2022 et cette vidéo que nous réalisons a pour objectif de démontrer la vérité et surtout de dire qui est l'homme Alassane Ouattara, ce réformateur que j'appelle même souvent un homme d'exception positive. Il a été entendu sur la toile et dans plusieurs médias. Un individu du nom de Kone Katina, disant même que c'est eux qui ont fait le travail que le président Alassane Ouattara aurait exercé entre 2011 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire en cette date, en tout cas du 4 décembre 2022. Je me demande d'abord de quoi ce monsieur parle ou cet individu parle, parce que ce Kidam, nous nous souvenons encore, n'était pas en Côte d'Ivoire après le 11 avril 2011. Et on sait très bien quand ce Kidam est rentré, et on sait surtout que de leur gestion de 2000, d'octobre du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, tout le monde connaît le bilan macabre, le bilan mortifère, le bilan minable, le bilan médiocre de Laurent Gbagbo et de toute sa clique. Et donc, au Kidam Katina Kone, j'aimerais dire que la forte gueule ne donne pas la vérité à quelqu'un. Quand on n'a pas l'intelligence suffisante d'assumer ses échecs, on ne prend pas ses affabulations pour en faire une réalité. Le déni de la réalité peut marcher peut-être avec vos militants du PPACI-FPI qui ont accepté de se faire endoctriner volontairement, mais quand la dureté de la réalité s'impose à vous, il faut l'accepter. Et mentir ne peut pas être un refuge, parce qu'à la réalité, être capable de diriger un pays, ça ne s'improvise pas. Et c'est ça qui vous manque, vous et votre clique du FPI, cette bande de personnes incompétentes, des personnes sans valeur positive. Et vous voulez faire le déni de la réalité, mais là encore vous ne réussissez pas. Et vous tombez carrément même dans le mensonge de bas étage. C'est encore plus dégradant, plus humiliant. Et quand on vous regarde, vous ressemblez à des individus plus que pathétiques. Tout le travail qu'Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, a pu réaliser, je vous le disais, il faut qu'on explique aux générations à venir d'où vient la Côte d'Ivoire et pourquoi Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui a fait que le travail gigantesque, titanesque qu'il a pu réaliser aujourd'hui entre octobre 2011, avril 2011 jusqu'à nos jours aujourd'hui, même vous, ces détracteurs, à force d'essayer de nier la réalité, les gens viennent en Côte d'Ivoire et vous disent vraiment la Côte d'Ivoire a changé. Et puisque vous ne pouvez plus tenir ce mensonge en face de quiconque, vous dites maintenant que c'est vous qui avez fait ces activités. Mais si tel était le cas, vous avez dirigé le pays avant Alassane Ouattara, entre octobre 2000 et avril 2011. Faites d'abord le bilan de votre gestion. Ce bilan-là, pardon, il est nul, il est catastrophique et il est tellement honteux que vous ne pouvez pas en parler. Mais ce qui fait encore le plus honte, c'est vous attirer le travail de quelqu'un que vous dites détester, après avoir menti qu'il ne faisait rien, qu'il était un criminel. Et que toute cette réalité s'est montrée fausse, s'est avérée fausse. Vous venez dire donc que c'est vous qui avez fait tout le travail qu'Alassane Ouattara a fait. Mais si Alassane Ouattara est un criminel comme vous l'avez présenté, donc ça veut dire aussi que vous êtes des criminels. Or, tout le monde sait qui sont les véritables criminels en Côte d'Ivoire. C'est ceux qui traînent derrière eux des chapelets de mort sur leur conscience, c'est-à-dire vous, votre chef, le tyran despote
inconscient, inhumain de Laurent Gbagbo, qui ne regrette ni les morts de son camp, ni les morts qu'il a fait parmi les Ivoiriens, puisque pour vous, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, c'est l'inhumanité même qui est votre champ de définition, et le mensonge, surtout le mensonge moins cher, ça peut marcher avec vos militants qui se sont laissés avachir avec un cerveau de porc. Ça peut marcher à ce niveau. Mais quand la réalité s'impose, on ne peut pas cacher le soleil avec ses doigts. Votre gestion est tellement honteuse que votre discours de dire que c'est vous qui avez fait le travail d'Alassane Ouattara, vraiment, vous faites pitié au monde entier. Mais comme on le dit, le tambour même ne se tape pas. Un tambour là, il n'a pas besoin de se taper. Les Ivoiriens voient la gestion Alassane Ouattara et les Ivoiriens voient votre bilan honteux, humiliant. Et donc, vous êtes là de propos sans technique, des propos dégradants n'intéressent pas les Ivoiriens. Et c'est pourquoi, pourquoi Alassane Ouattara a pu réussir ce travail-là, je vais vous dire quelques raisons. C'est parce qu'il est l'homme qu'il fallait, parce qu'il avait l'expérience qu'il fallait. Allez partout dans le monde, on vous dira Alassane Ouattara a travaillé sur des projets de développement de certains pays. On ne finira pas de citer les noms. Et donc, ce n'est pas sur son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il ne pourrait pas démontrer ce qu'il sait faire. Et Alassane Ouattara, partout où il a passé, il a laissé une image qui ferait pâlir, qui ferait rougir même Cléopâtre. Tellement il a impressionné par sa positivité et le résultat incontestable de ce qu'il sait faire. Et c'est ça qui vous fait mal. Et à défaut d'être comme lui, vous voulez maintenant désespérément vous mettre les mérites du travail qu'il a fait. Mais pourquoi Houphouët n'a pas invité d'autres personnes autres que Alassane Ouattara? Houphouët l'a fait simplement parce qu'il a vu en l'homme Alassane Ouattara un homme d'une abnégation sans faille, un homme d'une perspicacité. Parce qu'on ne prend pas quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous. Même un père dans une famille, quand il veut laisser son héritage, il laisse la partie la plus importante à l'enfant qui a les mêmes caractéristiques que lui. L'argent n'est pas un héritage viable. Les biens matériels ne sont pas un héritage. Le vrai héritage, c'est les valeurs sur lesquelles un individu se fonde pour devenir exceptionnel ou pour se distinguer de la masse. C'est ça le vrai héritage. Si on rentre peut-être dans l'ésotérisme ou dans l'aspect spirituel des choses, le vrai héritage, c'est l'aspect ésotérique, c'est qu'on ne met pas au grand jour. C'est ça le vrai héritage. Félix Houphouët-Boigny a vu que même Bédié qui était autour de lui ne pouvait pas faire le travail de la Côte d'Ivoire. Il a donc fait appel à Alassane Ouattara et il lui a dit, tu te confies la Côte d'Ivoire parce que je sais que c'est à travers toi que la Côte d'Ivoire pourrait renaître et arriver là où je souhaite qu'elle arrive, même lorsque je ne serai plus dans ce monde des vivants. Mais effectivement, Félix Houphouët-Boigny n'a pas fait un choix mauvais, puisque avant qu'Alassane Ouattara ne prenne le pouvoir, Laurent Bédié est passé, ça a été une catastrophe. Laurent Gbagbo Gueye est passé, ça a été un échec total. Laurent Gbagbo est passé, ça a été un fiasco total. Mais quand Alassane Ouattara est venu, vos bilans de gestion combinés plus de 20 ans, il a effacé toutes vos médiocrités et il a imposé la Côte d'Ivoire comme un pays respecté et respectable. Laurent Gbagbo, Kone Katina, vos amis socialistes qui vous ont imposé à la Côte d'Ivoire en 2000, à travers François Hollande, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu vos incapacités? Ils disent que Laurent Gbagbo et son régime sont des individus infréquentables. Et ces individus infréquentables, les institutions internationales ne peuvent pas leur donner des prêts.
Quand on est un individu tagué comme infréquentable, vous et votre régime, vous ne pouvez pas avoir l'aura internationale. Vous ne pouvez pas avoir la considération des institutions financières de ce monde. Vous ne pouvez pas avoir la crédibilité politique pour que les autres vous fassent confiance. Donc, avec un tel héritage honteux, que vous-même, vos propres faiseurs, ceux qui vous ont fait roi, ont mis sur votre tête, qui pouvait vous donner de l'argent? Qui pouvait vous faire confiance? Personne. C'est pourquoi, quand vous dites aux gens, c'est nous on a fait, c'est nous on a fait, vous avez fait ça avec quelle capacité? Votre bilan, il est connu, vous n'avez aucune crédibilité, et on ne pouvait pas vous faire confiance. Mais Alassane Ouattara, ce n'est pas un hasard. Il a gravi de façon graduelle tous les échelons pour en arriver à être le transformateur, le réformateur qui a pu envoyer le second miracle ivoirien. Et laisse-moi te dire qu'en cette année 2011, les 60 ans de la BCEAO sont célébrés. Et écoutons un peu le parcours de l'homme Alassane Ouattara et ce que le FMI vient de dire en 2022, comment il a apporté la transformation en Côte d'Ivoire. Quand j'aurai fini de lire ces deux articles, vous comprendrez qu'Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui est dans l'improvisation, ce n'est pas un amateur, ce n'est pas quelqu'un qui est venu au pouvoir par hasard, comme vous autres. Il sait là où il va, il sait ce qu'il fait. Et donc, fermez vos bouches, ici on travaille. Et donc, le premier article a pour titre Alassane Ouattara, le réformateur. C'est un article de Jean Mermoz Kounandi avec la BCEAO et l'article a été publié le 30 novembre 2022 à 11h05. À la faveur des festivités des 60 ans de la BCEAO, Sika Finance publie une série de textes relatifs à l'événement paru dans l'édition de juillet 2022, 8e numéro de son magazine. Après un master d'économie en poche, Alassane Ouattara intègre les rangs du Fonds monétaire international en 1968. Un début de carrière prestigieux au cours duquel il réussit avec brio sa thèse de doctorat en 1972. C'est de là qu'il sera coopté pour rejoindre la BCEAO, une institution monétaire en pleine refonte sous la direction d'Abdoulaye Fadiga, qui le nomme successivement chargé de mission, puis conseiller spécial et directeur des études. Vice-gouverneur en 1983, Alassane Ouattara sera rappelé au FMI pour y occuper des fonctions de directeur du département Afrique à partir de novembre 1984. Une expatriation entre guillemets qui prendra fin au bout de 4 ans suite au décès d'Abdoulaye Fadiga, Alassane Ouattara étant sollicité pour conduire la Banque centrale régionale dans un environnement économique particulièrement morose. Lorsqu'il prend en main les rênes de la BCEAO en fin 1988, le gouverneur Alassane Ouattara doit faire face à une économie régionale durement éprouvée par une grave crise économique et financière et en quête d'un nouveau souffle. Un contexte qui va l'amener à engager la seconde plus grande réforme après celle mise en œuvre par son mentor Abdoulaye Fadiga au début des années 1970. Fin de la politique dirigiste de l'institution qui prendra alors son indépendance par rapport aux États. Réforme profonde de ses mécanismes d'intervention dans les économies. Assainissement et contrôle accru du secteur financier, etc. En 2 ans, c'est-à-dire entre décembre 1988 et novembre 1990, la BCEAO fera l'objet d'une vaste cure qui va marquer une rupture profonde dans son fonctionnement et va entrer dans une nouvelle ère. Retour sur une période de grands changements. Une économie régionale sous ajustement structurel. Lorsque Alassane Ouattara retrouve l'institution qu'il avait quittée 4 ans plus tôt
celle-ci fait face à une situation de crise économique et sociale généralisée dans l'Union. Dans un tel environnement, l'impact des déséquilibres observés sur la politique de la monnaie et du crédit, d'une part, et sur le système bancaire et financier, d'autre part, oriente largement l'action du nouveau gouverneur. En 1988, au moment de la prise de fonction du gouverneur Alassane Ouattara, tous les États membres de l'UEMOA étaient déjà sous ajustement structurel. Cependant, cette politique d'ajustement, ou si vous voulez, ces politiques d'ajustement, eurent des effets limités sur les déséquilibres constatés. La compétitivité et la croissance qui en étaient attendues ne furent pas au rendez-vous. La crise pourrait même perdurer si une action plus vigoureuse n'était entreprise. Le gouverneur Alassane Ouattara mit en œuvre une réforme de grande envergure avec l'aval du Conseil des ministres de l'UEMOA et du Conseil d'administration de la BCEAO. Des programmes de restructuration ou de liquidation de banques et d'établissements financiers furent alors exécutés de façon concomitante avec une rénovation en profondeur tant du cadre réglementaire régissant la profession bancaire que du dispositif de gestion de la monnaie et du crédit, dans le but de rétablir un financement sain et durable de l'économie. En grand 1, les deux grands chantiers. Petit 1, la réforme de la politique de la monnaie et du crédit. Dans l'urgence, le gouverneur Alassane Ouattara organisa les 11, 12 et 13 mai 1989 à Yamoussoukro un symposium pour le réexamen des objectifs que des règles et instruments de la politique monétaire issus de la réforme de 1973. Les réflexions menées au cours de cette rencontre débouchèrent sur des propositions concrètes de réaménagement de la politique monétaire. Sur la base des orientations retenues, furent élaborées les nouvelles directives de la politique générale de la monnaie et du crédit, ainsi que les règles d'intervention de la Banque centrale réaménagée. Ces textes furent adoptés par le Conseil d'administration de la BCEAO et le Conseil des ministres de l'UEMOA. Au cours de leurs sessions respectives des 18 et 19 septembre 1989, permettant leur entrée en vigueur le 2 octobre 1989. Selon ces nouvelles directives, l'objectif de la réforme était, entre guillemets, de contribuer au processus d'ajustement et de restructuration des économies des États en créant des conditions appropriées pour assurer le financement sain et durable de la croissance et du développement. Dans cette perspective, les contrôles quantitatifs et qualitatifs des crédits, la politique des taux d'intérêt et une surveillance efficace du système bancaire revêtent une importance particulière. Autrement dit, l'une des missions assignées au gouverneur Alassane Ouattara était de mettre la politique monétaire en adéquation avec les programmes d'ajustement structurel adoptés par chacun des États membres de l'Union avec l'appui des partenaires extérieurs, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. De manière générale, les mesures concernées visaient à assurer la viabilité financière des États au moyen d'un rééchelonnement de la dette extérieure, d'un rétablissement de l'équilibre des finances publiques à travers l'amélioration des recettes et une réduction des dépenses, d'une restructuration des filières de production, et j'en passe, afin de restaurer la croissance et la compétitivité des économies. La BCEAO optait ainsi pour la mise en place progressive d'une politique monétaire d'essence libérale. En conséquence, elle s'engageait à démanteler de façon graduelle les principaux instruments du système dirigiste issus de la réforme de 1973, notamment l'encadrement du crédit et le régime des autorisations préalables, maintenus à titre provisoire. En revanche, la politique d'orientation sectorielle du crédit fut supprimée. Parallèlement, la Banque centrale initia une nouvelle politique des taux,
D'abord, la BCEAO procéda à l'unification de ses taux directeurs pour accroître l'efficacité de ses interventions. Un taux d'escompte unique fut substitué au taux d'escompte normal et au taux d'escompte préférentiel. Il était notamment reproché au taux d'escompte préférentiel mis en place en 1975 de créer des distorsions dans l'allocation optimale des ressources disponibles et d'inciter les banques à recourir de façon soutenue à la monnaie centrale. Ensuite, une nouvelle hiérarchie des taux fut instaurée, comprenant petit a, le taux du marché monétaire, petit b, le taux d'escompte supérieur au taux du marché monétaire, petit c, le taux spécial indexé sur le taux des avances du marché monétaire au jour le jour pour les concours aux États prévus par les statuts de la BCEAO. Ainsi, à l'exception des avances aux trésors nationaux qui bénéficiaient d'un taux spécial indexé sur celui du marché monétaire à un jour, tous les concours de la Banque centrale devaient désormais être effectués au taux d'escompte. L'objectif de ce dispositif de taux était de mettre en œuvre une politique monétaire dynamique et flexible dans le but d'infléchir le recours au concours de la Banque centrale à travers notamment la promotion du marché monétaire. Non seulement celui-ci fut élargi aux établissements financiers et aux trésors nationaux pour la couverture de leurs besoins, mais désormais, il était également identifié comme le cadre désigné pour le recyclage intégral des ressources disponibles avant toute intervention de la Banque centrale. Par ailleurs, les prêts interbancaires pourraient librement être mis en place sous réserve d'en informer la Banque centrale a posteriori. En accordance avec ce qui précède, les règles d'intervention de la Banque centrale, notamment les modalités des concours apportés au trésor public et aux établissements de crédit, furent révisées pour assurer 1. Le renforcement de la qualité du portefeuille de la Banque centrale afin d'améliorer la couverture de l'émission monétaire. Petit 2. La maîtrise du montant de concours de la Banque centrale au trésor public, ainsi que le contrôle du niveau des crédits affectés aux campagnes agricoles. Dans cette perspective, des restrictions furent apportées aux règles de financement monétaire des trésors publics et aux conditions d'admissibilité des crédits bancaires au refinancement de la Banque centrale. L'objectif était de faire en sorte que les concours de l'institution ou de l'institut d'émission fussent des ressources d'appoint destinées à couvrir des besoins conjoncturels et temporaires de trésorerie des banques. Dans tout un autre registre, les conditions de banque furent simplifiées et assouplies. Pour les conditions débitrices, un taux plafond fut fixé pour toutes les catégories de crédits dans le but de susciter une plus grande concurrence entre les banques et d'orienter le loyer de l'argent à la baisse. Quant aux conditions créditrices, elles seraient dorénavant fonction de la durée des dépôts, l'objectif étant de favoriser les placements les plus longs et de consolider l'épargne. Petit 2. L'assainissement bancaire. Les banques étant au cœur du financement des économies, la dégradation de leur situation financière empêchait la réalisation de leur mission et compromettait la croissance. Aussi, le gouverneur Alassane Ouattara initia une série d'actions destinées à restructurer le secteur bancaire. Ainsi, le 24 avril 1990, la convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA fut signée. L'Union se dotait par là même d'un organe chargé de la supervision et du contrôle des établissements de crédit. Puis, le 1er octobre 1990, date d'entrée en vigueur de la commission bancaire, les parlements nationaux des États membres de l'Union commencèrent l'examen du projet de loi cadre portant réglementation bancaire adopté par le Conseil des ministres de l'UEMOA
lors de sa session du 19 septembre 1989. L'insertion progressive de cette législation dans l'ordonnancement juridique des États permet d'uniformiser les législations bancaires nationales et de les mettre en harmonie avec le contenu de la Convention régissant la Commission bancaire de l'UEMOA et d'adapter le cadre réglementaire de l'exercice de l'activité bancaire au nouveau dispositif de gestion monétaire de la BCEAO. L'Union s'était ainsi donné les moyens de mieux organiser la profession bancaire, de renforcer le contrôle des banques et établissements financiers et d'assurer la protection des déposants. Ce dispositif devait faciliter la poursuite du programme d'assainissement du système bancaire dans les différents États membres de l'UEMOA. De 1971 au 30 septembre 1986, les banques de l'UEMOA furent ramenées à 58 au 4 juin 1992. Les établissements financiers furent réduits de 34 à 20 au cours de la même période. Les résultats obtenus à ce jour en matière d'assainissement témoignent à la fois de la pertinence des mesures prises et de la détermination avec laquelle elles ont été mises en œuvre. Grand 2. Alassane Ouattara, un technocrate et un visionnaire. D'une réforme à l'autre, de celle de 1973 à celle de 1989, au sein de la BCEAO et de l'UEMOA, en alternance avec 2 séjours au FMI, Alassane Ouattara devient un expert de premier plan. Sa nomination au poste de directeur du département Afrique du FMI en 1984 détermine un moment charnière de sa carrière, où certes, en repli par rapport à l'UEMOA, déjà frappé de plein fouet par la crise économique, il s'engage très activement en faveur de l'Afrique subsaharienne dans son ensemble, voire même au-delà. En effet, comme signalé précédemment, dans ses nouvelles fonctions, l'expérience acquise sur le terrain en Afrique de l'Ouest permet à Alassane Ouattara de jeter un regard différent sur la politique menée par le FMI dans les pays en voie de développement et de proposer des solutions originales pour améliorer l'efficacité des plans d'ajustement structurel et renforcer l'appui de cette institution aux pays les plus pauvres. À preuve, les suggestions d'Alassane Ouattara qui aboutissent à la mise en œuvre de la facilité d'ajustement structurel en abrégé SAF, destinée à renforcer l'appui du FMI aux pays les plus pauvres. Par ailleurs, ce second séjour au FMI lui donne l'occasion de prendre du recul par rapport à l'Union et d'examiner avec un autre regard l'impact de la crise économique sur ses États membres, les déséquilibres macroéconomiques observés, conséquemment à l'impact de la crise économique sur les États membres de l'Union monétaire, notamment les déficits publics massifs, financés en partie au moyen d'une sollicitation excessive de la monnaie centrale, lui font prendre conscience des limites de la politique monétaire dirigiste menée par l'UEMOA dans le cadre du système mis en place à partir de 1973. Ces difficultés lui font également réaliser la nécessité d'une plus grande indépendance de la Banque centrale vis-à-vis des États pour une conduite plus efficace de la politique monétaire et d'un financement sain de l'économie. Ces réflexions permettent à Alassane Ouattara, en tant que gouverneur de la BCEAO, d'enclencher une réforme de 1989 et d'imprimer une orientation plus orthodoxe à la gestion monétaire. Dans ce cadre, le renforcement de la supervision et du contrôle des établissements de crédit a contribué à limiter les effets néfastes de la crise bancaire des années 1980 en facilitant l'assainissement du secteur, en restaurant également la confiance des déposants et en créant des bases d'un financement sain de l'économie. D'autre part,
La politique de rénovation engagée permet d'expérimenter l'utilisation des instruments indirects de régulation de la liquidité bancaire et de conférer un rôle pivot au taux d'intérêt dans la gestion monétaire. Le renforcement des mécanismes de marché a ainsi facilité l'adaptation de la politique monétaire de l'Union aux nécessités internes et aux mutations de l'environnement externe des économies de l'Union. Sur le plan interne, l'objectif était d'assurer une meilleure allocation de ces ressources disponibles que des faillites bancaires en cascade auraient pu compromettre. Au demeurant, la nouvelle hiérarchie des taux adoptés fut consolidée au moyen d'une surveillance renforcée de la position extérieure des banques afin de mieux tourner leurs emplois vers l'économie régionale. Sur le plan externe, en revanche, les principaux partenaires de l'Union, notamment les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, avaient progressivement opté pour l'utilisation des instruments de régulation indirecte de la liquidité monétaire. Ce mouvement allait déterminer par la suite les instruments et la politique monétaire de la majorité des banques centrales dans le monde. Dans ce contexte, il fallait veiller à rendre les places financières de l'Union attractives pour les capitaux et créer les conditions d'une meilleure insertion des économies nationales dans l'économie mondiale et leur permettre de relever les défis liés aux mutations de l'environnement extérieur de plus en plus concurrentiel. À un tout autre niveau, conscient de l'accélération, de la régionalisation et de l'urgence progressive des grands blocs économiques, voire politiques dans le monde, et par ailleurs tenant compte des prémices de la mondialisation, le gouverneur Alassane Ouattara engage des réflexions sur l'intégration économique des pays de l'UEMOA après l'accord de la conférence des chefs d'État. L'objectif était de consolider l'union monétaire existante, notamment d'assurer la coordination de la politique monétaire commune avec les autres volets de la politique économique en vue de susciter un marché unique régional, de renforcer la solidarité entre les États membres et d'améliorer leur compétitivité face aux autres régions du monde. Les ambitions du gouverneur Alassane Ouattara pour la Banque centrale et l'UEMOA étaient donc vastes, mais il n'aura pas le temps de mener à bien tous les projets qu'il envisageait de réaliser. Nommé Premier ministre de la République de la Côte d'Ivoire le 7 novembre 1990 par le président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara dut, encore une fois, répondre à l'appel du devoir et se rendre au chevet de l'économie ivoirienne en crise, laissant le soin à ses successeurs de poursuivre le chantier initié. Mesdames et messieurs, ceux qui ont bien compris ce qu'on vient de dire là, on est en train de vous expliquer que l'homme Alassane Ouattara là, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Et c'est quelqu'un qui a déjà sauvé, comme je vous le disais, toute une sous-région, toute la zone UEMOA, toute la zone BCAO, de plusieurs crises économiques et financières. Et il a initié de très grands changements, tant dans le long, le moyen et le court terme, qu'il va même envisager des chantiers pour toute la sous-région, pour toute l'Afrique, qui vont permettre de faciliter le fait que les Africains puissent avoir des prêts avec le FMI. C'est Alassane Ouattara qui a fait ça. C'est Alassane Ouattara qui a permis d'éviter les crises financières de 1980 en Afrique. C'est encore ce même Alassane Ouattara, dans les années 90, avec les différents ajustements structurels, lorsqu'il va se retirer, avec l'expérience qu'il aurait acquise, il va reproposer d'autres solutions qui seront beaucoup plus avantageuses, mais beaucoup plus innovantes pour essayer d'aider l'Afrique. Mais quelqu'un qui peut aider l'Afrique tout entière, c'est cette personne qui peut être incapable d'aider la Côte d'Ivoire. Et donc, quand on dit qu'Alassane Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire, comme vous le voyez à travers toutes les images qui circulent dans cette vidéo-là,
En fait, les compétences d'Alassane Ouattara vont au-delà de la Côte d'Ivoire. Et les gens conscients, qui savent qu'Alassane Ouattara, qui est un pur produit de l'intelligentsia occidentale, n'est pas n'importe qui. Et c'est pourquoi les chefs d'État africains même disent à Alassane Ouattara, le plan de développement de l'Afrique, jusqu'en 2063, il faut décider comment tu veux qu'on développe l'Afrique. Mais pourquoi les gens lui ont fait confiance? C'est à travers tout ce qu'Alassane Ouattara fait depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. On sait que c'est le seul homme d'expérience pratique. On sait que c'est le seul homme qui n'est pas dans la théorie. Et on sait que c'est le seul homme qui est valable. Voilà toute la réalité. Et donc, il n'est pas dans les propos, il n'est pas dans les petits débats. Parce qu'il sait que l'avenir de l'Afrique, c'est dans le travail. L'avenir de l'Afrique, c'est dans le concret. L'avenir de l'Afrique, c'est en affrontant les difficultés qui sont en face avec des solutions pragmatiques. Et donc, quand on dit qu'Alassane Ouattara a développé la Côte d'Ivoire, c'est intéressant pour les Ivoiriens, mais le problème devrait être vu autrement. Alassane Ouattara n'est simplement président, c'est un prétexte. Mais c'est l'objectif, c'est l'occasion qui devrait servir aux Africains de développer l'Afrique. Parce que des hommes comme lui, il n'en existe pas à l'appel et il n'en existe pas tout le temps. Malheureusement, les gens, certains Ivoiriens, certains pays comme le Mali, certains autres Africains vont vivre cette étoile brillante-là comme un malheur dans leur vie. Plutôt que de maudire l'obscurité dans laquelle l'Afrique se trouve, ils vont plutôt vouloir maudire cette petite étoile qui se trouve dans l'obscurité. C'est-à-dire Alassane Ouattara. Mais cela ne change rien à leurs conditions, puisque ces peuples-là demeurent misérables. Mais si encore Katina et sa bande avaient eu la modestie de pouvoir se taire, cela leur aurait préservé de l'humiliation suprême. Dans toutes les institutions, ce que je viens de lire là, c'est la BCAO même qui écrit ça d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas crié. Bon, vous là, vous dites que vous êtes fort, vous êtes docteur là. Allez voir les institutions où vous avez travaillé. Vous n'êtes que des théoriciens mal inspirés, avec vos diplômes volés, avec des diplômes au rabais, des diplômes aux antipodes de toute réalité. Vous pouvez tromper peut-être les individus faibles d'esprit, mais vous ne pouvez pas continuer éternellement à tromper les Ivoiriens. Si vous êtes véritablement des docteurs, moi qui n'en suis pas un, je vous demande toujours des débats. Mais pourquoi vous refusez? On vous demande de venir sur le terrain des arguments, proposer un programme de campagne et de gestion d'un pays aux Ivoiriens. Toute l'opposition ivoirienne, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous en avez été incapable. On a vu l'incapacité du PDCI. Lorsqu'en 2020, on leur a demandé leur programme, Guy Cailleux sur une chaîne de télévision était incapable. La dame lui a dit, bon, finalement, passons à autre chose. Pendant plus de 3 minutes. Alors donc, c'est le RHDP à travers Alassane Ouattara qui réfléchit et qui peut proposer un programme de campagne. En 2020, incapable toute l'opposition ivoirienne de proposer simplement un programme de campagne et de gestion. Parce qu'ils savent que s'ils déposent un programme là, les Ivoiriens vont dire, bon, quand vous avez déposé, on va vous juger sur ça. Mais comme ils savent qu'ils sont des incapables, ils ne veulent pas se piéger avec un programme. Et c'est eux que tu vois s'attirer les faveurs des efforts des autres. Mais si vous étiez si capable, alors que vous étiez des individus infréquentables, vous pensez que le FMI peut donner crédit à quelqu'un qui est infréquentable? Vous pensez que la Banque mondiale peut donner crédit à quelqu'un qui est infréquentable? Vous pensez que la BCAO, les institutions internationales peuvent faire confiance, les diplomaties internationales peuvent faire confiance à des individus infréquentables? Et donc, ne vous trompez pas de combat. Proposez aux Ivoiriens le bilan médiocre que vous avez eu à leur offrir entre octobre 2000 et le 11 avril 2011. Et prenez de la graine positive pour devenir des gens sérieux. Parce que vous parlez, mais vous n'êtes pas des gens sérieux. Et c'est là encore, ça ne finit pas, que le FMI vient pour nous dire que l'homme Alassane Ouattara, il n'est pas dans la théorie. Il est tellement dans les faits. Cette semaine-là, dans ce mois de décembre qui commence là, dans lequel nous sommes là,
la Banque mondiale a sorti son rapport. Non, pardon, le FMI, le Fonds monétaire international, a sorti son rapport. Et la Côte d'Ivoire a été classée sur la liste des pays à revenus intermédiaires. Et ça veut dire que l'homme, Alassane Ouattara, sait ce qu'il fait. Il a l'expérience qu'il faut. Il est l'homme qu'il faut au bon moment et il fait ce qu'il doit faire. Tu peux l'aimer comme ne pas l'aimer et comme le détester, mais une chose est évidente, les ponts qu'il réalise, les routes qu'il réalise, les chefs-d'œuvre qu'il réalise en termes de développement humain, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Parce que cher Kone Katina, cher Laurent Gbagbo, cher Bédier, chers individus infréquentables que vous êtes, aucune banque, même locale de la Côte d'Ivoire, ne peut donner un crédit à un individu infréquentable. Donc vous auriez pu faire le travail qu'Alassane Ouattara a fait là. Avec quelle possibilité, quand ceux-mêmes qui vous ont mis au pouvoir, les socialistes, disent que vous êtes infréquentable. Et voici ce que le FMI dit d'Alassane Ouattara dans ce mois de décembre 2022. La Côte d'Ivoire, dont la croissance est projetée à 5,5% en 2022 et à 6,5% en 2023, sort de la liste des pays fragiles et est classée sur la liste des pays à revenus intermédiaires dans le rapport 2022 du FMI. Laurent Gbagbo, Kone Katina, à votre époque, vous-même vous étiez content que la Côte d'Ivoire soit classée parmi les pays pauvres très endettés. On dit, depuis que Alassane est venu là, c'est croissance, 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 croissance. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire n'est plus pays PPTE. C'est Alassane Ouattara qui a tiré la Côte d'Ivoire pour enlever PPTE, où vous avez mis la Côte d'Ivoire, pays pauvre très endetté là. C'est Alassane Ouattara qui a enlevé, après le 11 septembre là, il a enlevé Côte d'Ivoire dans pays pauvre très endetté. Il nous a mis dans pays fragile, parce que le jour où l'enfant ne marche pas, le même jour. Et aujourd'hui, là, à moins de 10 ans, là, il nous a enlevé encore dans un pays fragile pour nous mettre dans la liste des pays à revenus intermédiaires. Tu penses que le FMI, là, eux sont là pour perdre. Tu penses qu'ils sont là pour regarder les yeux d'Alassane Ouattara? Venez me dire que non, la BCAO là, ça c'est un nom africain, lui et moi ça c'est un nom africain. Mais et pour FMI là, même si on dit qu'il a Alassane Ouattara, tu penses que ceux qui sont au FMI là, eux n'ont pas une carrière à défendre, donc ils vont mentir encore. Donc quand on a été les promoteurs du PPTE, pays pauvre très endetté, c'est un bilan tellement honteux, on ne se lève pas, et qu'on a été encore quelqu'un d'infréquentable, ça veut dire que personne n'avait envie de collaborer avec vous. Donc vous aurez pu avoir des prêts ouf. Vous aurez pu faire quoi de bon, à part parler pour mentir? Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, a participé à la présentation du rapport sur les perspectives économiques régionales 2022 du Fonds monétaire international pour l'Afrique subsaharienne, intitulé « Sur la corde raide ». Le mercredi 30 novembre 2022, au 20e étage de l'immeuble Siam, au Plateau. Ce rapport, qui rend compte de l'évolution de l'activité économique de la région, prévoit une réduction d'un point de pourcentage de la croissance du PIB de l'Afrique subsaharienne qui devrait passer de 4,7% en 2021 à 3,6% en 2022. La Côte d'Ivoire, dont la croissance est projetée à 5,5% en 2022 et 6,5% en 2025, sort de la liste des pays fragiles et est reclassé sur la liste des pays à revenus intermédiaires, suivant les calculs de la Banque mondiale pour tenir compte des performances de son économie. Concernant le déficit budgétaire, vous partez mentir aux gens que la Côte d'Ivoire a trop de crédits. La Banque mondiale et le FMI étaient là, le 30. On dit, concernant le déficit budgétaire de la Côte d'Ivoire, le ministre a indiqué qu'il était sur une tendance baissière depuis quelques années. Il dit, depuis quelques années, là, les déficits budgétaires, là, ça ne fait que baisser en deçà de 3%. En deçà, ça veut dire en bas de 3%. Mais il est reparti relativement à la hausse depuis 2020 en raison du Covid-19, puis de la crise ukrainienne.
Cela s'explique par le fait que l'État a accordé beaucoup de facilités fiscales et douanières qui ont permis de contenir l'inflation à moins de 5%, mais qui ont amenuisé le niveau des recettes budgétaires alors qu'il fallait prendre en charge des dépenses sociales, sanitaires et sécuritaires ou spécifiques très importants. Voilà ce qu'on appelle un gouvernement responsable, M. Katina. Voilà ce qu'on appelle un gouvernement qui sait et qui a de la suite dans les idées. Et donc, c'était la réponse très courte que je tenais à te donner, en partant des perspectives historiques de ce dont l'homme est capable, l'homme Alassane Ouattara, pour venir au présent et surtout vous dire que trop parler, c'est la marque des gens qui n'ont rien à proposer. Un homme qui parle peu, mais qui propose plus qu'il ne dit, c'est ça la marque des gens sérieux. Et donc, Koné Katina et toute l'opposition ivoirienne, apprenez un jour à être des gens sérieux, parce que vous êtes loin d'être des personnes qui font encore rêver les Ivoiriens. En réalité, tout le monde a découvert que vous ne valez absolument rien, et vous-même, vous en avez tellement honte qu'aujourd'hui, vous ne savez même pas ce que vous allez dire. Et donc, vos charabias ne marcheraient plus. Allez d'abord faire un programme de campagne. Et venez vous lier votre destin devant les Ivoiriens. Que vous le voulez ou pas, la campagne présidentielle et les campagnes présidentielles en Côte d'Ivoire seront liées à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, qu'il soit là ou pas, sera le baromètre des élections en Côte d'Ivoire. Les vraies élections, on va demander, tu peux faire plus qu'Alassane Ouattara? Si ta réponse est non, on dit, bon, il faut te mettre à côté. Mais ce qui est encore plus grave chez vous, là, c'est que Dieu sait faire les choses. Si Dieu avait permis à Alassane Ouattara de diriger avant vous, vous aurez tout gâté et les Ivoiriens seraient aujourd'hui à la traîne. Mais Dieu a démontré vos vilainies, vos iniquités, vos faiblesses, vos turpitudes à travers vos gestions. Et Alassane est venu effacer tout ça. Et il a réussi. Là où vous pensiez que les Ivoiriens allaient stagner éternellement dans le malheur. Et donc aujourd'hui, en face de tout ce qu'Alassane Ouattara a fait, c'est ce qui vous fait peur. Et vous ne pouvez pas aller à une élection. Parce que si vous faites un programme de campagne, vous vous condamnez. Et comme vous savez que vous ne valez rien, vous voulez tourner. Ah, la CEI là, ils veulent tricher. Mais c'est avec cette même CEI qui triche là que vous avez vos députés là. C'est avec cette même CEI là que vous avez vos députés. Pourquoi vous ne contestez pas? Si c'est une CEI qui n'est pas crédible, ça veut dire que vos députés même ne sont pas crédibles. Ayez un peu de la suite dans les idées. La réalité, tout le monde la connaît. Vous avez peur d'aller à une élection. Parce que vous ne pouvez pas proposer un programme. Parce que les Ivoiriens vont vous dire, vous avez dit quelque chose, on vous a pris par les mots. C'est ça qui vous fait peur. Parce que vous ne pouvez pas aller à un programme de campagne, vous n'avez pas un point pour contester, ou même pour dire Alassane Ouattara a échoué ici. Comme vous dites, nous tous on dit qu'Alassane Ouattara a échoué dans la justice, non? Bon, on n'a qu'à attendre, on n'a qu'à commencer justice. Vous ne pouvez pas dire ça parce que vous êtes des criminels en puissance. Si vous insistez sur ça, là, vous allez tous en prison. Donc vous ne pouvez même pas parler de ça encore. Sinon, justice, là, en tout cas, il n'a pas réussi. Mais vous-même, là, tellement vous êtes criminogènes, tellement vous êtes des criminels impénitents, vous n'avez aucunement intérêt à dire qu'Alassane ne fait pas la justice. Parce que si vous le dites, vous lui permettez donc de montrer votre vrai visage. Et là où vous devez résider, ce sont les prisons. Et c'est pourquoi vous ne parlez pas de ça. Donc, économie, il vous a battu. Aide sociale, il vous a battu. Développement en termes d'infrastructure, il vous a battu. Justice, là, vous n'avez pas intérêt à ce qu'on en parle. Donc, on laisse ça. Donc, finalement, vous pouvez bâtir quel programme pour dire que là, on pourra faire mieux qu'Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Et même si vous le faites, vous pensez que le monde entier a oublié ce que vous êtes? Vous êtes des gens sans valeur, sans charisme. Vous n'avez aucune possibilité d'entrer en interaction avec le monde extérieur. Et c'est ça votre grosse plaie. Et je peux vous donner un conseil. Venez à l'école d'Alassane Ouattara. Venez soigner votre image en étant un peu humble pour apprendre. C'est comme ça que vous allez pouvoir cacher vos médiocrités. Sinon, les Ivoiriens n'ont plus envie de vous
Les Ivoiriens n'ont plus envie de votre PPACI, qui est une arnaque politique. Tout le monde sait que vous n'êtes pas des panafricains. Vous êtes des vauriens qui, sachant plus ce qu'il fallait faire, disent que subitement ils aiment tous les Africains. Mais allez dans les ambassades du Niger, du Mali, du Burkina et comptez la liste des morts que vous avez laissés. Cela démontrerait que vous êtes vraiment des panafricains. Et Alassane Ouattara, qui n'est pas panafricain, on ne compte même pas un seul mort sous toute sa dirigeance. Mais vous qui êtes les panafricains, vous avez tué des milliers de compatriotes africains. Chose bizarre pour des panafricains. Et donc quand on parle et que nos propos nous condamnent nous-mêmes, l'intelligence la plus minimale veut qu'on se taise. Donc Katina, tu peux la fermer. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs de la plateforme Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous les amis de la vérité et aux personnes qui aiment la vérité. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 décembre 2022 et cette vidéo que nous réalisons a pour objectif de démontrer la vérité et surtout de dire qui est l'homme Alassane Ouattara, ce réformateur que j'appelle même souvent un homme d'exception positive. Il a été entendu sur la toile et dans plusieurs médias. Un individu du nom de Kone Katina, disant même que c'est eux qui ont fait le travail que le président Alassane Ouattara aurait exercé entre 2011 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire en cette date, en tout cas du 4 décembre 2022. Je me demande d'abord de quoi ce monsieur parle, ou cet individu parle, parce que ce Kidam, nous nous souvenons encore, n'était pas en Côte d'Ivoire après le 11 avril 2011. Et on sait très bien quand ce Kidam est rentré, et on sait surtout que de leur gestion de 2000, d'octobre du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, tout le monde connaît le bilan macabre, le bilan mortifère, le bilan minable, le bilan médiocre de Laurent Gbagbo et de toute sa clique. Et donc, au Kidam Katina Kone, j'aimerais dire que la forte gueule ne donne pas la vérité à quelqu'un. Quand on n'a pas l'intelligence suffisante d'assumer ses échecs, on ne prend pas ses affabulations pour en faire une réalité. Le déni de la réalité peut marcher peut-être avec vos militants du PPACI-FPI qui ont accepté
de se faire endoctriner volontairement. Mais quand la dureté de la réalité s'impose à vous, il faut l'accepter. Et mentir ne peut pas être un refuge. Parce qu'à la réalité, être capable de diriger un pays, ça ne s'improvise pas. Et c'est ça qui vous manque, vous et votre clique du FPI, cette bande de personnes incompétentes, des personnes sans valeur positive. Et vous voulez faire le déni de la réalité, mais là encore vous ne réussissez pas. Et vous tombez carrément même dans le mensonge de bas étage. C'est encore plus dégradant, plus humiliant. Et quand on vous regarde, vous ressemblez à des individus plus que pathétiques. Tout le travail qu'Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, a pu réaliser, je vous le disais, il faut qu'on explique aux générations à venir